Dans les rues paisibles de Harmontown, une petite ville de Caroline du Nord où le charme méridional s'entrelace avec les murmures d'un passé complexe, l'après-midi baignait dans une lumière dorée. Les rayons du soleil caressaient les briques rouges des vitrines, dansaient sur les lampadaires ornés de guirlandes estivales et faisaient à scintiller, comme une promesse, le collier d'émeraude porté par Camille Dubois. Cette femme, grande, à la peau d'ébène rayonnante, marchait avec une assurance qui semblait défier la torpeur ambiante. Son collier, un bijou d'une élégance rare, n'était pas qu'un simple ornement, c'était un gage d'amour, un cadeau de mariage offert par son époux, Antoine, un homme dont la tendresse et la force transcendaient que les préjugés que cette ville pouvait encore nourrir. Mais cette beauté, ce port altier, cette confiance tranquille allait attirer un regard malveillant, celui d'un homme dont l'uniforme cachait d'une âme étroite. En quelques instants, ce qui n'était qu'une promenade ordinaire allait basculer dans l'injustice, marquant le début d'une histoire qui secourait Harmontown tout entier. Camille avançait d'un pas léger mais décidé, ses talons claquant sur le trottoir comme des notes d'une mélodie qu'elle composait elle-même. Elle venait de quitter une conférence au Forum technologique de Harmontown, où elle avait donné une allocution remarquée sur l'éthique de l'intelligence artificielle et les bases de données utilisées par les forces de l'ordre. Son badge, encore accroché à son sac, portait son nom en lettres sobres, Camille Dubois, architecte de système. Vêtue d'une blouse crème sans manches et d'un pantalon taillé sur mesure, elle incarnait une élégance professionnelle, mais aussi une dignité qui semblait inscrite dans chaque fibre de son être. Autour de son cou, une chaîne en argent, fine et discrète, laissait pendre une émeraude d'un vert profond, captant la lumière comme un éclat de forêt emprisonné. Ce bijou n'était pas ostentatoire, mais il racontait une histoire d'amour, de résilience, et d'une femme qui refusait de se plier aux attentes d'une société encore marquée par ses divisions. Les rues de Harmontown respiraient une quiétude trompeuse. Les portes des boutiques tintaient au passage des clients, des adolescents pédalaient en riant près des parterres de fleurs, et l'odeur chaude de l'asphalte se mêlait à celle du barbecue flottant depuis le délit de Carter, sur la rue principale. Pourtant, sous cette apparence d'harmonie, l'air semblait retenir son souffle, comme avant l'arrivée d'un orage invisible. Camille tourna au coin de la rue Mazon, passant devant une rangée de voitures de police garées devant le commissariat. Adossé à l'une d'elles, Louis Garnier, un officier d'une quarantaine d'années, sirotait un café dans un gobelet en polystyrène. Ses joues rougies par le soleil, ses cheveux rasés grisonnants et son sourire narquois trahissaient un homme habitué à imposer son autorité sans jamais la questionner. Garnier était sur le terrain depuis près de 20 ans, non pas grâce à un talent particulier, mais parce qu'il savait naviguer dans un système qui récompensait ceux qui ne doutèrent jamais d'eux-mêmes. Pour lui, le badge qu'il portait n'était pas un symbole de service, mais un bouclier derrière lequel il pouvait brandir ses soupçons comme une arme. Les yeux de Garnier captèrent l'éclat de l'émeraude au cou de Camille. Quelque chose en lui se crispa. Peut-être était-ce la manière dont elle marchait, sans ralentir, sans baisser les yeux. Peut-être était-ce son port de tête, fier et indifférent à sa présence. Ou peut-être était-ce simplement le fait qu'elle, une femme noire, osait déambuler seule avec une telle assurance, sans lui accorder le moindre signe de déférence. Pour Garnier, ce n'était pas neutre, c'était un affront. « Et, vous » lança-t-il, d'une voix rauque, en s'éloignant de la voiture, ses bottes crissant sur le gravier. Camille s'arrêta, les sourcils légèrement froncés, tournant lentement la tête vers la source de cet appel. Son pouce accéléra, non par peur, mais par un instinct de calcul, comme si elle évaluait déjà la menace. « Oui, monsieur l'agent » répondit-elle, polie mais ferme, sa voix portant une nuance de défi mesuré. Le ton de Garnier se durcit. « Bon. Ce collier autour de votre cou, d'où vient-il » La question n'était pas anodine, elle était tranchante, chargée d'une accusation implicite qui flottait dans l'air comme une fumée âcre. Camille cligna des yeux, un instant déconcertée. « Il est à moi » dit-elle simplement. « C'est un cadeau de mon mari. » Comment celui à un sans a sauté, elle sentit l'atmosphère changer, comme si le regard de Garnier se faisait plus lourd, son attitude plus envahissante. « Un cadeau, hein » répéta-t-il, sa voix dégoulinant de scepticisme. « C'est pas, ça m'a l'air sacrément cher. Vous êtes sûr que c'est à vous » Sa main plana près de sa ceinture, non pas sur son arme, mais assez près pour envoyer un message.
L'expression de Camille se refroidit. Oui, j'en suis sûre, répondit-elle, calmement. Y a-t-il une raison pour laquelle vous me posez cette question? Elle nota les passants qui commençaient à jeter des regards furtifs, un cercle d'inquiétude se formant lentement autour d'eux. Garnier croisa les bras, la scrutant avec un mépris à peine voilé. Vous correspondez à un signalement, dit-il. Une femme à la peau sombre, avec un collier de luxe, vue en train de quitter une boutique à 2 rues d'ici. Ça vous semble pas un peu trop pratique, ça? Il mentait sans ciller, et ce mensonge portait un venin particulier. Camille redressa légèrement la tête, son regard perçant celui de l'officier. C'est un mensonge, dit-elle, sa voix basse mais affûtée comme une lame. Je viens de parler au forum municipal. J'étais l'une des intervenantes. Elle souleva légèrement son badge accroché à son sac. Garnier n'y jeta même pas un coup d'œil. Les gens comme vous ont toujours une excuse. Ricana-t-il, haussant la voix comme s'il jouait pour un public invisible. Toujours un beau discours tout prêt. Mais ici, on n'est pas dans un tribunal, madame. Dans la vraie vie, vos paroles ne valent rien sans preuve. Camille sentit sa poitrine se serrer, non pas de peur, mais d'une colère contenue. Elle voulait crier, le confronter, mais elle savait que c'était ce qui l'attendait. Au lieu de cela, elle demanda, d'une voix posée mais incisive. Les gens comme moi? Qu'est-ce que cela signifie, monsieur l'agent? Chaque syllabe était polie, mais affûtée comme une pointe. Garnier s'avança, son visage à quelques centimètres du sien. Vous savez très bien ce que je veux dire, grogna-t-il. Toi, vous, les gens qui pensez que vous êtes au-dessus des questions. Vous vous pavanez comme si tout vous appartenait, avec des bijoux que vous n'avez pas gagnés. Les mâchoires de Camille se crispèrent, ses doigts se refermant en poing. J'ai gagné chaque pas que je fais dans ce monde, dit-elle, sa voix tremblant légèrement sous l'effort de rester calme. Et je n'ai pas peur de vous. Le rictus de Garnier s'élargit. Vous allez la voir, murmura-t-il. À cet instant, Camille comprit ce qu'il allait faire. Une bourrasque de vent sec souleva la poussière à leurs pieds, et la rue sembla soudain plus silencieuse, comme si Harmontown elle-même retenait son souffle. Non loin de là, Sophie, une jeune vendeuse de fleurs installée à l'angle de la rue, observait la scène. Ses mains, occupées à arranger un bouquet de marguerites, s'immobilisèrent. Quelque chose dans l'attitude de Garnier, dans la tension qui émanait de lui glaça le sang. Discrètement, elle sortit son téléphone et commença à filmer, cachant son geste derrière un panier de roses. Sophie, à peine 20 ans, connaissait bien les rues de Harmontown. Elle avait grandi ici, invisible aux yeux de ceux qui portèrent des uniformes, et elle savait reconnaître l'injustice quand elle la voyait. Garnier porta la main à sa radio, d'un geste théâtral. « Je vous place en garde à vue pour interrogatoire, annonça-t-il, assez fort pour que les quelques badauds entendent. Nous avons un signalement d'une femme correspondant à votre description, impliquée dans un vol. Vous venez avec moi. » Le pouls de Camille bondit. « Vieppe, vous n'avez aucune raison de me retenir. » rétorqua-t-elle, sa voix tranchant l'air humide. « Je n'ai commis aucun crime, et je ne consens ni à une fouille ni à une arrestation sans mandat ou cause probable. » Garnier s'approcha encore, envahissant son espace personnel. « Vous pensez qu'on est dans un débat universitaire? » ricana-t-il. « Vous êtes sur ma rue. Et si je dis que vous êtes suspecte, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Camille resta immobile, refusant de reculer. « Non, je n'irai nulle part tant que je n'aurai pas parlé à quelqu'un qui connaît la loi mieux que vous ne semblez la connaître, dit-elle, chaque mot pesé avec soin. Ce fut la goutte d'eau. La façade de Garnier se fissura, laissant place à une colère brute. « Mettez vos mains où je peux les voir, maintenant. » aboya-t-il, sortant déjà les menottes de sa ceinture. « J'ai dit. Mains en l'air. » Camille les leva lentement, délibérément, ses yeux rivés sur lui, sa mâchoire serrée par une rage contenue. « C'est un abus de pouvoir, dit-elle.
Vous faites une erreur qui vous poursuivra pour le reste de votre carrière. Garnier saisit son poignet gauche avec brusquerie, le tordant derrière son dos sans ménagement. La seule erreur, c'est vous qui pensez pouvoir parader en vous croyant meilleur que nous, grogna-t-il. Les menottes se refermèrent avec un claquement métallique, le froid du métal mordant sa peau. Une petite foule commençait à se former. 2 lycéens, téléphones à la main, filmaient à distance. Une vieille dame observait depuis la vitrine d'une boulangerie, les lèvres pincées. Un homme d'âge mûr, en uniforme de postier, regardait la scène, les bras croisés, le visage fermé. Sophie, toujours à son stand, continuait de filmer, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que ce qu'elle capturait pouvait tout changer. « Vous vous ridiculisez », siffla Camille alors que Garnier la tirait vers la voiture de patrouille. « Vous répondrez pour cela. Chaque mot, chaque seconde. » Garnier ouvrit la portière arrière d'un geste brusque et la poussa à l'intérieur, son épaule heurtant violemment la boucle de la ceinture. « Habituez-vous à la vue depuis l'arrière, railla-t-il. Ça vous va bien. » À l'intérieur de la voiture, Camille gardait son calme, son esprit bouillonnant. Son cœur cognait comme un tambour de guerre, mais son visage restait impassible. Lentement, avec précaution, elle glissa la main dans la poche de son manteau, hors de vue des vitres teintées, et appuya sur le bouton d'appel d'urgence de son téléphone. Un seul geste, discret, suffisant pour établir la connexion. La ligne s'ouvrit en silence, enregistrant chaque mot. À 3 rues de là, Antoine Dubois, capitaine de police, sortait d'une réunion du conseil municipal lorsque son téléphone vibra. Un regard sur l'écran, un nom, celui de sa femme, et son sang se glaça. Puis, il entendit sa voix, nette, furieuse, mais contrôlée. Et celle de Garnier, arrogante, méprisante, l'accusant d'être arrogante, de correspondre au profil. Les doigts d'Antoine se crispèrent sur le volant alors qu'il faisait demi-tour pour rejoindre la rue Masson. Au commissariat, Garnier gara la voiture avec un dérapage ostentatoire et extirpa Camille de la banquette arrière comme s'il exhibait un trophée. Il la traîna à travers le hall, passant devant le comptoir où l'officier Julien, le plus jeune de l'équipe, leva les yeux, visiblement mal à l'aise. Garnier afficha un sourire satisfait. « On a une maligne, là, lança-t-il. Elle a cru qu'elle pouvait me la faire avec son attitude de savante. » Julien haussa un sourcil. « Quelle est l'accusation ? » demanda-t-il, prudent. Garnier haussa les épaules, désinvolte. Soupçon de vol. Collier de luxe, pas de reçu, attitude arrogante. L'histoire habituelle. Julien hésita. Dio. Elle a résisté ? Dit quelque chose de menaçant ? Garnier ricana. Elle a résisté en ouvrant la bouche et en se croyant plus intelligente que moi. Elle n'a même pas bronché quand je l'ai approchée. Dans la cellule, Camille s'assit, les mains posées sur ses poignets, le dos droit, l'expression indéchiffrable. Ses poignets la lançaient, une goutte de sueur coulait sur sa tempe, mais elle refusait de montrer la moindre faiblesse. À l'extérieur, elle entendait Garnier fanfaronner, se moquer d'elle comme d'un homme ivre de son propre image. Et elle savait qu'Antoine avait tout entendu. Pendant ce temps, Sophie, toujours à son stand de fleurs, envoya la vidéo qu'elle avait filmée à Clara, une journaliste indépendante qu'elle avait connue lors d'un marché local. Clara, une femme d'une trentaine d'années connue pour ses articles incisifs dans le journal local, ouvrit le fichier et sentit son estomac se nouer. Elle savait que ce qu'elle tenait entre les mains était plus qu'une simple vidéo, c'était une étincelle capable d'embraser Harmontown. Elle commença à rédiger un message pour ses réseaux sociaux, accompagnant la vidéo d'un appel à témoins. À cet instant, les rouages d'une justice inattendue se mettaient en branle, portés par le courage discret d'une jeune vendeuse de fleurs et la détermination d'une femme qui refusait de plier face à l'injustice. Le commissariat de Harmontown semblait figé dans une tension palpable, comme si l'air lui-même s'était épaissi sous le poids d'une vérité sur le point d'éclater. À l'extérieur, la lumière dorée de l'après-midi s'estompait, laissant place à une lueur crépusculaire qui drapait les rues d'une mélancolie étrange.
À l'intérieur, les néons bourdonnants jetaient une clarté crue sur les visages des officiers, dont les regards convergeaient vers l'entrée où Antoine Dubois venait de franchir le seuil. Grand, imposant, son uniforme impeccablement repassé, il avançait avec une démarche qui imposait le silence. Son badge de capitaine brillait sous la lumière, mais ce n'était pas l'insigne qui commandait l'attention. C'était sa présence, une force tranquille mêlée d'une colère contenue, comme un orage prêt à éclater. Derrière les barreaux de la cellule, Camille Dubois, sa femme, restait assise, le dos droit, les mains croisées, son regard d'ébène fixé sur l'horizon invisible. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'on l'avait enfermée, non par faiblesse, mais par choix. Elle savait que ce moment appartenait désormais à Antoine, mais elle mesurait chaque instant, chaque parole, comme une stratège attendant son heure. Louis Garnier, adossé au comptoir du commissariat, riait encore de sa prise, vantant à l'officier Julien comment il avait remis à sa place cette femme, trop sûre d'elle. Son assurance, cependant, s'effrita lorsque ses yeux croisèrent en ceux d'Antoine. Le sourire de Garnier se figea, son gobelet de café trembla légèrement dans sa main. « Capitaine, balbutia-t-il, sa voix trop aiguë, trop forcée. Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. » Antoine ne sia pas. « Je n'avais pas prévu de venir. » répondit-il, sa voix froide comme l'acier. « Mais j'ai reçu une transmission en direct sur mon téléphone. De ma femme. Celle que vous avez arrêtée sans motif. » Le mot « femme » tomba comme une pierre dans un étang, provoquant des ondes de choc dans la pièce. Julien, le jeune officier, écarquilla les yeux. Le sergent près du bureau d'accueil retint son souffle. Garnier pâlit, sa posture s'affaissant comme sous un poids invisible. « Votre femme » bredouilla-t-il. « Attendez, je ne savais pas. » Antoine s'avança, chaque pas mesuré, délibéré. « Vous ne saviez pas » répéta-t-il, sa voix basse mais tranchante. « Vous n'avez pas pris la peine de connaître son nom. Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas pris le temps de voir qu'elle rentrait chez elle après une conférence, avec son badge d'identification bien visible. Vous avez décidé qu'elle était trop fière pour être innocente. » Garnier tenta de se redresser, cherchant à reprendre le contrôle. « Elle correspondait à un signalement. » dit-il précipitamment, la sueur perlant sur son front. Une femme à la peau sombre, collier de luxe, vue près d'une boutique. « J'ai cru. » Antoine l'interrompit, sa voix claquant comme un fouet. « Il n'y avait aucun signalement. J'ai vérifié auprès de la centrale. Pas de vol signalé. Pas de personnes suspectes sur la rue Mazon. Vous avez tout inventé. Vous avez fabriqué une excuse pour la profiler. Sur quoi? Son collier? Sa peau? Sa façon de ne pas baisser les yeux devant vous? » La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des néons. Camille, dans sa cellule, observait la scène, son expression impassible mais ses yeux brûlants d'une intensité féroce. Elle n'avait pas besoin de parler. Antoine portait sa voix, mais elle restait la source de cette tempête. Garnier recula d'un pas, ses lèvres tremblant légèrement. « Elle s'est montrée agressive. » tenta-t-il. « Elle a défié mon autorité. » Antoine le foudroya du regard. « Elle a affirmé ses droits. » corrigea-t-il. « Ce n'est pas de l'agressivité. C'est de la citoyenneté. » Julien, toujours près du comptoir, baissa les yeux, mal à l'aise. Il avait senti, dès le début, que quelque chose clochait dans l'attitude de Garnier, mais il n'avait pas osé intervenir. À présent, il se demandait s'il aurait pu arrêter cette injustice avant qu'elle ne dégénère. À l'extérieur du commissariat, la vidéo filmée par Sophie, la jeune vendeuse de fleurs, commençait à circuler. Clara, la journaliste à qui Sophie avait envoyé le fichier, avait publié la vidéo sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un texte incisif. Une femme arrêtée sans motif à Harmontown. Où est-ce la justice? En quelques minutes,
les partages se multiplièrent, les commentaires affluents, certains indignés, d'autres sceptiques. Parmi les spectateurs, Théo, un jeune officier de police en congé, regardait la vidéo sur son téléphone, assis dans un café non loin du commissariat. À peine plus âgé que Julien, Théo était nouveau dans les forces de l'ordre, encore idéaliste, croyant dans une justice équitable. Mais ce qu'il voyait, Garnier menottant une femme sans raison apparente, son ton méprisant, son abus flagrant, le révulsait. Il rangea son téléphone, déterminé à en savoir plus. Il connaissait Garnier, savait que l'homme avait une réputation de « dur à cuire », mais ceci dépassait les bornes. Au commissariat, Antoine s'adressa directement à Garnier, sa voix désormais un grondement sourd. « Vous n'auriez pas dû avoir besoin de savoir quelle était ma femme pour la traiter avec respect, » dit-il. « Votre badge est une responsabilité, pas un permis de harceler. Vous êtes une honte pour cet uniforme et un danger pour chaque citoyen qui vous fait confiance. » Garnier chercha du soutien dans les regards des autres officiers, mais personne ne croisa ses yeux. Julien murmura, presque pour lui-même. « Capitaine, je ne savais pas ce qui se passait, mais ça ne semblait pas juste. » Antoine hocha la tête, son regard toujours rivé sur Garnier. « Alors, souviens-toi de ce sentiment, Julien. Il pourrait faire la différence entre la justice et une tragédie. » Se tournant vers Garnier, il déclara. « Vous êtes suspendu. Remettez votre badge et votre arme. 6 mois de formation sur les biais raciaux et une évaluation psychologique avant toute demande de réintégration. » Garnier, le visage rouge, tenta une dernière défense. « Je n'ai fait que mon travail, » dit-il, sa voix tremblante. « Je pensais agir correctement. » Antoine secoua la tête. « Non. Vous avez cru que le pouvoir vous rendait intouchable. Vous avez vu une femme noire fière comme une menace, pas comme un droit. » Camille, toujours dans sa cellule, se leva alors, s'approchant des barreaux. Sa voix, calme mais ferme, résonna dans la pièce. « Vous avez essayé de m'humilier, monsieur Garnier. Vous avez échoué. Je ne veux pas de vengeance. Je veux que vous compreniez ce que vous avez fait. » Antoine se tourna vers elle, son regard adouci. « Tu es sûr ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Si nous ne l'aidons pas à voir la vérité, rien ne changera. » Antoine acquiesça. « Un seul faux pas de plus, Garnier, et c'est fini pour vous. » Garnier, silencieux, les larmes aux yeux, détacha son badge et le posa sur le comptoir. Pour la première fois, il semblait vulnérable, dépouillé de l'arrogance qu'il avait définie. Antoine ouvrit la cellule, et Camille en sortit, son port toujours aussi digne. Ils quittèrent le commissariat ensemble, sous les regards des autres officiers, la lumière du crépuscule les enveloppant comme un jugement silencieux. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Garnier, humilié et furieux, ne pouvait accepter sa suspension sans riposter. Le lendemain, il contacta un ancien collègue, un homme connu pour ses relations douteuses avec la presse locale, et lui glissa une rumeur. Camille Dubois aurait des liens suspects avec des activistes anti-police, insinuant que son comportement était provocateur. La rumeur, vague mais toxique, commença à circuler dans certains cercles de Harmontown, semant le doute parmi ceux qui ne connaissaient pas Camille. Clara, la journaliste, flairant la manipulation, décida de creuser plus loin. Elle rencontra Sophie, qui lui raconta en détail ce qu'elle avait vu. Sophie, timide mais déterminée, accepta de témoigner publiquement, à condition que son identité reste protégée. Clara rédigea un article cinglant, accompagné de la vidéo, dénonçant non seulement l'arrestation abusive de Camille, mais aussi la tentative de Garnier de salir sa réputation. L'article, publié dans l'édition en ligne du journal local, fit l'effet d'une bombe. Les habitants de Harmontown, déjà secoués par la vidéo, commencèrent à se réunir en petits groupes, discutant de l'incident dans les cafés, les églises, les salons. Certains défendaient Garnier, arguant qu'il faisait son travail. D'autres, comme Théo, se sentaient galvanisés, convaincus que le système policier devait changer. Théo,
de retour au commissariat après son jour de congé, commença à poser des questions discrètes. Il consulta les registres de la centrale, confirmant qu'aucun signalement de vol n'avait été enregistré le jour de l'arrestation de Camille. Il parla à Julien, qui partageait son malaise. « On ne peut pas laisser passer ça », murmura Théo. « Si on ne dit rien, on est complice. » Julien hésita, mais hocha la tête. Ensemble, ils décidèrent de recueillir des témoignages d'autres officiers, cherchant à savoir si Garnier avait déjà agi de manière similaire. Ce qu'ils découvrirent, des plaintes non officielles, des incidents balayés sous le tapis, les laissa abasourdis. Théo, en particulier, sentit une responsabilité grandir en lui. Il n'était qu'un jeune officier, mais il refusait de fermer les yeux. Pendant ce temps, Camille, libérée mais marquée par l'épreuve, faisait face aux murmures de la rumeur lancée par Garnier. En rentrant chez elle, elle trouva des messages anonymes sur les réseaux sociaux, l'accusant d'être une « faiseuse de troubles ». Antoine, à ses côtés, la soutenait sans faille, mais il voyait la fatigue dans ses yeux. « On va se battre », lui dit-il un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur salon, une tasse de thé fumante entre les mains de Camille. « Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui subissent ça. » Camille acquiesça, un sourire déterminé se dessinant sur ses lèvres. « Je ne vais pas me cacher, dit-elle. Ils veulent me faire taire ? Ils vont m'entendre. » Le lendemain, Camille reçut un appel de Clara, qui lui proposa de donner une interview pour contrer les rumeurs. Camille accepta, à condition que l'entretien se concentre non pas sur elle, mais sur la nécessité de réformer le système policier. L'interview, diffusée en direct sur une chaîne locale, montra une Camille posée, éloquente, expliquant comment l'abus de pouvoir pouvait briser la confiance entre la police et la communauté. Elle parla de son travail en intelligence artificielle, de son engagement pour une technologie éthique, et de son espoir pour un Harmontown où chacun serait traité avec dignité. L'audience, captivée, commença à voir en elle non pas une victime, mais une force de changement. À la fin de l'interview, Clara glissa une question inattendue. « Que pensez-vous de l'officier Garnier ? Croyez-vous qu'il peut changer ?» Camille marqua une pause, ses yeux brillant d'une réflexion profonde. « Je crois que le changement est possible, dit-elle enfin. Mais il exige de regarder la vérité en face, de reconnaître ses erreurs. S'il refuse cela, alors il n'y a pas d'espoir pour lui. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, résonnèrent dans toute Harmontown, plantant les graines d'un débat plus large sur la justice et la rédemption. Garnier, confiné chez lui, regardait l'interview sur son téléviseur, le visage fermé. La suspension, l'humiliation, la rumeur qu'il avait lui-même lancée et qui s'était retournée contre lui, tout cela pesait lourd. Pour la première fois, il sentit une fissure dans sa certitude, un doute qu'il ne pouvait ignorer. Mais il n'était pas encore prêt à l'affronter. Il éteignit la télévision, plongeant la pièce dans le silence, et se demanda ce que l'avenir lui réservait. À Harmontown, les voix s'élevaient, les tensions montaient, et Camille, avec Antoine à ses côtés, se préparait à mener un combat qui allait bien au-delà de sa propre histoire. Dans une salle froide et sans fenêtre, au cœur d'un centre de formation situé à la périphérie de Harmontown, Louis Garnier était assis, les bras croisés, le regard fixé sur le linoléum usé du sol. Autour de lui, un cercle de chaises accueillait des visages fatigués, des hommes et des femmes dont les histoires portaient les cicatrices d'injustice quotidienne. L'odeur de café tiède flottait dans l'air, mêlée à une tension silencieuse, celle des vérités qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Garnier, vêtu d'un simple pull gris, sans son uniforme ni son badge, semblait déplacé, comme un acteur oublié sur une scène qui n'était plus la sienne. Suspendu depuis l'incident avec Camille Dubois, il avait été contraint de suivre un programme de sensibilisation au biais de ratio, une obligation qu'il avait d'abord accueillie avec mépris. Mais ce jour-là, alors que les témoignages des autres participants s'enchaînaient, quelque chose en lui vacilla. Une femme, à peine plus âgée que sa propre. L'histoire de Camille Dubois dans l'éclat d'une injustice est bien plus qu'un récit fictif. Elle est un miroir tendu vers nos sociétés, où les préjugés et les abus de pouvoir peuvent encore briser des vies. Ce qui m'a profondément marqué, c'est la dignité de Camille face à l'injustice.
Malgré l'humiliation, elle a choisi la résilience plutôt que la colère, transformant une épreuve personnelle en un élan pour le changement collectif. Cette force intérieure, cette capacité à rester fidèle à ses valeurs, résonne comme un appel à cultiver notre propre courage dans les moments d'adversité. Dans la culture française, où l'on valorise l'éloquence et la défense des idéaux, Camille incarne une forme d'héroïsme discret, celui de ceux qui parlent avec clarté et agissent avec conviction. Le parcours de Garnier, quant à lui, m'a interpellé par son réalisme. Son cheminement, de l'arrogance à la remise en question, montre que le changement est possible, mais exige une confrontation honnête avec soi-même. Cela m'a rappelé l'importance de l'introspection dans nos vies quotidiennes. En France, où l'on chérit le débat et la réflexion, cette histoire nous invite à questionner nos propres biais, à écouter ceux que nous jugeons trop vite. La leçon est claire. La justice ne se construit pas seule. Elle demande l'engagement de tous, de Camille, qui lutte pour la réforme, de Sophie, qui filme l'injustice, de Théo, qui choisit de s'élever contre le statu quo. Dans nos vies, nous pouvons appliquer ces leçons en osant défendre ce qui est juste, même lorsque c'est inconfortable. Que ce soit au travail, dans nos cercles sociaux ou dans la sphère publique, nous devons apprendre à reconnaître nos erreurs, à écouter les autres et à agir pour un monde plus équitable. Comme Camille, nous pouvons transformer nos épreuves en opportunités de progrès. Comme Garnier, nous pouvons apprendre à changer, pas pour chercher le pardon, mais pour bâtir un avenir meilleur. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour inspirer d'autres à réfléchir et à agir. Cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits, et laissez un commentaire pour partager vos pensées ou vos expériences. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste. Fille raconta comment elle avait été arrêtée sans raison en rentrant du travail, humiliée devant ses voisins. Un homme plus âgé parla d'une fouille brutale, motivé par rien d'autre que la couleur de sa peau. Pas de cris, pas de colère, juste une vérité brute, nue, qui s'installait dans la pièce comme un poids écrasant. Lorsque vint son tour de parler, Garnier hésita, sa gorge sèche. J'ai vu une femme noire marcher avec assurance, murmura-t-il enfin, les mots lui écorchant la bouche. Et ça m'a mise en colère. Dr Patel, la psychologue qui animait la session, hocha la tête sans juger. C'est là que votre travail commence, dit-elle simplement. À cet instant, Garnier sentit, pour la première fois, le début d'un remords qu'il ne pouvait plus ignorer. Pendant ce temps, à Harmontown, les rues semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, faite d'espoir prudent et de questions profondes. L'incident impliquant Camille avait allumé une mèche, et les habitants, autrefois silencieux, s'exprimaient désormais lors de réunions communautaires organisées dans la salle municipale. Camille, désormais membre du conseil de surveillance civile de la police, se tenait au centre de ce mouvement. Vêtue d'une robe bleu marine élégante, elle parlait avec une clarté et une conviction qui forcèrent le respect. Elle ne cherchait pas à polariser, mais à construire. Elle proposait des réformes. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la justice et en la force de la vérité, alors agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour amplifier la voix de ceux qui luttent, et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits de courage. Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre propre expérience d'injustice ou vos idées pour un monde plus juste. Ensemble, faisons entendre nos voix et bâtissons un avenir où personne ne doit se battre seul. Concrètes, comme des formations obligatoires pour les officiers et une transparence accrue dans les enquêtes internes. À ses côtés, Antoine Dubois, son époux et capitaine de police, incarnait une justice impartiale, même lorsque cela signifiait confronter ses propres collègues. Leur tandem, uni par l'amour et un idéal commun, devenait un symbole d'espoir pour une ville en quête de changement. Sophie, la jeune vendeuse de fleurs qui avait filmé l'arrestation de Camille, joua un rôle inattendu dans cette transformation. Après avoir témoigné anonymement pour Clara, la journaliste, elle trouva le courage de s'exprimer publiquement lors d'une réunion communautaire. Tremblante mais déterminée, elle raconta comment elle avait grandi dans l'ombre des uniformes, invisible aux yeux des puissants, mais toujours témoin de leurs abus. « J'ai filmé parce que je ne pouvais plus me taire », dit-elle,
sa voix gagnant en assurance. Camille ne méritait pas ça. Personne ne le mérite. La foule, composée de visages de tous âges et de toutes origines, l'applaudit, et pour la première fois, Sophie sentit qu'elle appartenait à quelque chose de plus grand qu'elle. Clara, présente dans la salle, prit des notes frénétiques, rédigeant un nouvel article qui mettrait en lumière le courage discret de cette jeune femme. Grâce à Sophie, les rumeurs lancées par Garnier pour discréditer Camille s'effondrèrent, remplacées par un élan de solidarité envers celle que beaucoup appelèrent désormais la voix de Harmontown. Théo, le jeune officier qui avait commencé à enquêter en secret sur les agissements de Garnier, devint un allié précieux pour Camille. Inspiré par son courage, il s'engagea dans les initiatives communautaires, aidant à organiser des ateliers où les habitants pouvaient dialoguer avec les forces de l'ordre. Lors d'un de ces ateliers, il croisa Sophie, et une amitié naquit entre eux, fondée sur leur désir commun de justice. Théo, encore novice mais animé d'un idéalisme fervent, partageait avec Camille et d'Antoine les informations qu'il avait recueillies sur d'autres incidents impliquant Garnier, contribuant à renforcer les arguments en faveur d'une réforme systémique. « Je suis entré dans la police pour protéger les gens », confia-t-il un jour à Camille, alors qu'il préparait une présentation pour le conseil municipal. Mais je vois maintenant que protéger, ça commence par écouter. Camille sourit, posant une main encourageante sur son épaule. Tu es jeune, Théo. Garde cette flamme. Elle changera des vies. Garnier, de son côté, poursuivait son cheminement douloureux. Une nuit, après une session particulièrement intense où il avait écouté le témoignage d'un adolescent arrêté à tort, il rentra chez lui et s'assit à sa table de cuisine, un carnet vierge devant lui. Les mots lui manquaient, mais il sentit l'urgence de mettre ses pensées sur papier. Il commença à écrire une lettre à Camille, un exercice suggéré par Dr Patel. Madame Dubois, griffonna-t-il, sa main tremblante. Je vous ai fait du mal. J'ai menti. J'ai vu en vous une menace, non pas à cause de ce que vous aviez fait, mais à cause de ce que je croyais sur vous. Ce n'était pas la loi que je servais ce jour-là. C'était mon propre besoin de contrôle. Les mots, maladroits mais sincères, s'écoulaient lentement. Il relut la lettre, la déchira, puis en écrivit une autre, plus précise, plus honnête. Quelques jours plus tard, lors d'une session de groupe, il la lut à voix haute. Aucun applaudissement ne suivit, aucun pardon ne fut offert, mais Dr Patel hocha la tête, un geste discret mais significatif. C'est le premier pas, dit-elle. Garnier ne cherchait pas l'absolution. Il commençait à comprendre que le changement était un travail de chaque jour. Un événement inattendu marqua un tournant dans l'histoire de Harmontown, une réunion communautaire où Camille et Garnier se retrouvèrent face à face. Organisée dans la grande salle de l'église baptiste, la réunion visait à discuter des progrès des réformes policières. Camille, invitée comme oratrice principale, parla avec éloquence de la nécessité de construire des ponts entre la police et les citoyens. Garnier, présent en tant que participant au programme de formation, était assis au fond de la salle, tête baissée, espérant passer inaperçu. Mais lors de la session de questions, une femme dans l'auditoire, une mère dont le fils avait été victime d'un contrôle abusif, s'adressa directement à lui. « Vous êtes l'officier qui a arrêté Madame Dubois, dit-elle, sa voix tremblante de colère. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance maintenant ?» La salle se tut, tous les regards convergeant vers Garnier. Il se leva, mal à l'aise, son visage blême. « Vous n'avez pas à me faire confiance, dit-il, sa voix rauque. J'ai fait une erreur. J'ai vu Madame Dubois comme une menace parce qu'elle était fière, parce qu'elle ne baissait pas les yeux. J'avais tort. Je suis ici pour apprendre, pour changer. » Camille, debout sur l'estrade, l'observa en silence, son regard indéchiffrable. Puis, elle prit le micro. « Le changement n'est pas facile, » dit-elle, sa voix posée mais puissante. « Il exige du courage, de l'honnêteté. Monsieur Garnier, je ne vous pardonne pas pour ce que vous m'avez fait. Pas encore. Mais je reconnais que vous essayez. Et c'est un début. » La salle resta silencieuse un instant, puis un murmure d'approbation s'éleva, non pas pour Garnier, mais pour la magnanimité de Camille.
Ce moment, chargé d'émotions, marqua un tournant, non seulement pour Garnier, mais pour toute la communauté. Quelques semaines plus tard, Garnier commença à s'impliquer dans des actions concrètes. Il distribuait des brochures sur les droits des citoyens dans une école locale, répondant aux questions des élèves avec une humilité nouvelle. Lorsqu'une mère l'interpella, lui demandant s'il se souvenait de la peur qu'il avait causée, il répondit simplement « Oui, je m'en souviens maintenant ». À l'automne, il retourna au commissariat, sans badge, sans armes, mais avec une détermination différente. Face à Antoine, il déclara « Je comprends enfin ce que j'ai fait. Je ne suis pas ici pour être pardonné. Je suis ici pour réparer. » Antoine, impassible, répondit « 6 lois. Pas de terrain. Vous écoutez, vous servez, vous prouvez que vous avez changé. » Garnier acquiesça, prêt à assumer les conséquences de ses actes. Camille, quant à elle, poursuivait son travail avec une ferveur accrue. Son rôle au conseil de surveillance civile lui permit de pousser des réformes significatives, comme l'instauration de caméras corporelles pour les officiers et des protocoles plus stricts pour les contrôles d'identité. Lors d'un événement au commissariat, elle croisa Garnier, qui aidait à organiser une journée portes ouvertes. J'ai entendu dire que vous essayez, dit-elle, son ton neutre mais sincère. Je fais de mon mieux, répondit-il, baissant les yeux. Essayer ne suffit pas, mais c'est un début, ajouta-t-elle, un léger sourire au coin des lèvres. Garnier hocha la tête, murmurant un « merci » à peine audible. Plus tard, Antoine, observant la scène, déclara lors d'un discours « La justice, ce n'est pas toujours punir. Parfois, c'est permettre le changement. » Un jour, une lettre anonyme arriva au commissariat, adressée à Camille. Écrite à la main, elle racontait l'histoire d'une femme qui, autrefois arrêtée sans raison, avait récemment croisé un officier qui l'avait salué respectueusement, la laissant passer sans la questionner. Je ne sais pas ce qui a changé, écrivait-elle, mais aujourd'hui, je me suis sentie humaine, pas comme une menace. Camille lut la lettre, la plia soigneusement et sourit. Non pas parce que la justice était pleinement réalisée, mais parce qu'elle avait commencé à prendre racine. Harmontown, avec ses imperfections, ses tensions, ses espoirs, s'éveillait à une nouvelle aube, portée par le courage d'une femme qui avait refusé de plier, par la détermination d'un homme qui avait choisi de se tenir à ses côtés, et par les petites flammes d'espoir allumées par Sophie, Théo, et tant d'autres. Cette histoire, bien que née de l'imagination, résonne comme un appel à l'action. Elle nous rappelle que la justice n'est pas un cadeau, elle se gagne par la lutte, par l'écoute, par le courage de confronter ses propres erreurs. À Harmontown, comme partout ailleurs, le chemin est long, mais chaque pas compte. Camille, Antoine, Sophie, Théo, et même Garnier, chacun à leur manière, ont contribué à tracer ce chemin. Et si leurs voix ont pu changer une ville, imaginez ce que les nôtres pourraient accomplir.